Mais le parti Hutu est combattu par l'idéologie, est combattu par les partis politiques, est combattu par la police. Ce sont les armes de proximité. C'est comme si vous voulez tuer une mouche, vous allez utiliser un canon. Donc, il faut le principe de proportionnalité, non seulement au niveau économique, au niveau militaire, mais aussi au niveau moral. Monsieur le Président, vous avez eu des relations plutôt difficiles avec... Puisque le parti Hutu est à l'ordre du jour maintenant. Je vais vous dire comment j'ai traité le parti Hutu. Ce n'est pas anecdotique. Un jour, je vais à Kigali et le parti Hutu manifeste contre moi dans la salle. Et puis je pars. Alors, le président Giscard d'Estaing était là, se pose des questions. Alors je demande à Habyarimana, venez me voir. Bien sûr, il disait non, mais ce jeune homme, ce Tutsi là. Alors j'envoie le ministre qui était venu avec moi, le ministre français de la Défense. Il va voir Habyarimana. Ce qu'il a à vous dire est sérieux, il me l'a dit. Et il veut vous le confirmer. Alors, il me trouve à Muyinga. Il vient me voir à Muyinga, je lui dis, il ne faut pas jouer avec le fait. Je sais que le parti Hutu est là. Je sais que les services de renseignement rwandais le savaient. Je sais qu'ils ont organisé ça. Ils ne peuvent pas, dans la conférence des chefs d'État, faire ces choses-là. Je vais vous mettre en garde. Si vous continuez avec ça, vous savez qu'il y a une communauté rwandaise qui est solide, qui vous a attaqué 2 fois. Si vous le faites, je vais les armer. Et puis après, on verra qui gagnera, parce que nous allons tous perdre. Eh bien, quand il est arrivé là, il a demandé à son chef de sécurité de chasser tous les partis Hutu du Rwanda. Et Gahutu Remy, qui était le chef, a dû émigrer en Tanzanie, à Dar es Salaam, où il est mort d'ailleurs d'une façon, dans des conditions non élucidées. C'est ça l'exemple de la diplomatie. Une diplomatie ouverte. Alors, on n'a plus jamais entendu du parti Hutu au Rwanda. Il semble que vous aviez quand même des relations assez difficiles avec le Rwanda et le Zaïre à l'époque. Quelles en étaient les raisons et comment est-ce que vous prépariez l'armée à faire face à de telles éventualités? On vient d'entendre par exemple une anecdote là. Oui, je l'ai préparé sérieusement. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup de problèmes avec le Rwanda. Très peu avec le Congo. Très peu. Il y avait un incident en 10 ans, à 11 ans, c'est pas grave. L'incident là qui est arrivé ici, ça a été vite réglé. Mais avec Habyarimana, ça a été toute cette période-là. Et c'est normal, c'était dû à la présence des réfugiés rwandais ici. Et la politique des quotas anti-Tutsi au Rwanda. C'était ça les vrais problèmes et qui ont perduré pendant 11 ans. C'était très dur. Et à la fin, quand j'étais parti, ces problèmes l'ont emporté. Il n'a pas voulu résoudre le problème des réfugiés. Ils se sont organisés un peu partout, surtout au Burundi et en Ouganda, ils l'ont renversé. S'il avait suivi la politique que nous lui proposions, et que finalement les Français lui ont proposé aussi. Et ces choses-là n'auraient pas eu lieu. S'ils avaient eu lieu, ils auraient eu moins d'impact, moins de tort sur la vie des Rwandais, de tous bords, Hutu et Tutsi. Le régime du président Bagaza laisse beaucoup, dans beaucoup de mémoires la problématique du conflit Église-État. Et avec une série de mesures suppressives et compréhensives à l'endroit de certaines confessions religieuses et particulièrement l'Église catholique. Après des années de recul, il nous serait très instructif de savoir quel était le problème que le président Bagaza voulait résoudre. Oui, frère Emmanuel, le conflit Église-État, on en a parlé depuis longtemps. On y revient un peu.
Il y en a qui pensent qu'il y a eu conflit Église-État parce que l'Église constituait un contre-pouvoir dans l'encadrement des populations ou qu'elle avait une main mise sur les ressources, d'importantes ressources économiques. C'était le pouvoir. Je m'explique. La colonisation belge, suivant les accords qu'ils ont passés avec le Vatican, ils ont concédé des pans de pouvoir extraordinaires aux églises et surtout à l'église catholique parce qu'elle était soutenue par la colonisation. À cette époque-là, à l'époque coloniale et à l'époque post-coloniale, c'est-à-dire le régime Michombe, les biens visibles appartenaient à l'église. Ils avaient les économes qui ne payaient pas d'impôts et qui faisaient du commerce et de l'artisanat. C'était de véritables entreprises. Et quand vous alliez conquérir avec l'évêché, vous ne pouviez pas gagner, suivant les lois du commerce. Ce n'était pas possible. Donc il y avait un blocage qui était là et visible. Alors, vous saviez les propriétés terriennes qui étaient immenses. Et ils le sont toujours. Vous voyez ici chez moi, la cathédrale et tout ce qui compte. Depuis ici jusqu'au Cameroun, c'est chez eux. Et c'est normal. Mais ça attire l'attention. Ils sont quand même puissants. Alors, vous avez la prépondérance. Tout l'enseignement primaire, c'était en leurs mains. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut que le gouvernement l'accepte. Alors, où est la laïcité? Pour des gens qui ont étudié à Bruxelles, c'est des non-croyants. Les libéraux et les francs-maçons. On a côtoyé des francs-maçons. Ça nous a un peu influencé. Nous laissons de côté les séminaires, les petits et grands séminaires. Même à l'université, vous savez qu'à l'université, qui était une université officielle, ça c'est le côté de puissance économique et sociale. Sans parler qu'ils avaient des banques. Ça fait des banques à procurer. Et toujours là-bas. Venu de l'Iprona. Ils avaient des banques, ils avaient une poste. C'était la seule poste efficace. Il y avait un partage de rôles entre l'administration coloniale et l'Église catholique. Mais ça crée un déséquilibre. Il bloque les autres commerces. Donc vous avez tous les pouvoirs. Mais qu'est-ce qui a motivé que nous ne nous entendions pas? L'encadrement de la population, vous l'avez signalé là, l'encadrement de la population était problématique avec les centres de côté de Yagamukama, avec les Inama Sawanya. Ça créait des problèmes. Ça créait des problèmes. C'était un encadrement trop serré. C'est-à-dire qu'ils allaient prier dans les chemins, dans les bois. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y avait un problème aussi de sécurité. Est-ce que c'était politiser les enseignements? Non, j'ai pris le côté social. Ouais. Maintenant, je prends le côté politique. Le côté politique, avec la question, nous venions de faire une guerre terrible. Et au Rwanda, ils faisaient autre chose. Bon. Comment savoir ce qui se dit là-bas? J'avais des rapports comme quoi ces Inama Sawanya, c'était en fait la libération du peuple Hutu dans ces Inama. Et là, plus tard, c'est venu Sawanya fraudé. Inama Sawanya, c'était du Sawanya fraudé. Alors, quand j'ai dit ces informations, j'ai dit non, il faut arrêter ça. Ils ont arrêté. Inama Sawanya. La question des propriétés.
je les ai laissés comme ça. Alors, la question de l'église, la question des écoles, c'était la même chose. Alors, les guerres entre une organisation comme ça et un gouvernement sont inévitables. On peut parler un peu de la gestion de ce conflit, Monsieur le Président. On voit qu'il y a des missionnaires qui sont expulsés, des prêtres qui enseignent à l'université, des docteurs qui sont remplacés par des assistants. Ça crée quand même un peu de frustration de la part des Burundais très catholiques. Mais ils n'étaient pas nombreux. Ils ont été expulsés. Ils n'étaient pas nombreux, c'était des marginaux. D'ailleurs, avant de les expulser, j'en parlais aux évêques qui relevaient les comboniers. Là. Qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement pour que les comboniers? Concrètement, je vous le dirai. Mais avant de vous le dire, j'en avais parlé à Monseigneur Duyaga. Monseigneur Duyaga m'a dit, nous savons que vous avez raison. Mais laissez-moi les expulser moi-même. Je lui ai dit non. Si, Monseigneur, si vous le faites, vous ne pourrez plus être accepté à Rome et dans les autres institutions. Laissez-moi le faire. C'est-à-dire qu'il était pour. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait n'importe quoi. Il faisait n'importe quoi. Il faisait du tyrannisme. Et il se comportait comme des interconquis. Il dépassait les bornes dans tous les domaines de la vie. Bon, vous pouvez dire concrètement c'était quoi? Non, là il faudrait un policier ou un dossier judiciaire. Je ne vais pas le dire ici. Mais j'en parlais aux évêques. Ils acceptaient ou ils refusaient. Alors, après que j'étais aux affaires, que je n'étais plus aux affaires, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que j'ai fermé les églises. C'est pas vrai. J'ai fermé exactement 2 églises et bâtiments. L'église de Gitega et l'église de Makewoko. L'église de Gitega, je l'ai fermée pendant 1 semaine. L'église de Makewoko, 1 mois. Puis je les ai ouvertes. Mais pour faire toute une semonce à Ruhuna, en disant non, vous ne pouvez pas continuer comme ça, à prêcher n'importe où, n'importe quoi. Il faut vous conformer au roi et au règlement. Ce qui ne faisait pas. Alors, on a accepté et ça marche. On a tout ouvert. Mais vous savez, quand on ferme une église, on croit qu'on a fermé toutes les églises. Mais Boudoudia n'a pas fermé l'église de Kaganza. Oui, il a fermé l'église de Kaganza parce que les prêtres, il a laissé les sœurs. Parce que ici, à Kaganza, c'était un peu révolte contre lui. Non, l'Église est une institution humaine et divine. Divine quand vous considérez la foi, humaine quand vous considérez la vie de tous les jours. C'est comme ça qu'on nous a enseigné dans les sciences religieuses. Et moi, je ne me suis jamais attaqué à la foi. Et il y a autre chose. Je n'ai jamais emprisonné un évêque. Des prêtres? Oui, quelques prêtres. Je sais quelques prêtres, pas tous. Je n'ai jamais emprisonné un évêque parce que l'évêque, dans la symbolique et dans la réalité, c'est le successeur de Pierre. C'est lui le pilier de l'Église. En fait, si vous en prenez à l'évêque dans ce qu'on nous a enseigné, vous en prenez réellement à l'Église. Mais les prêtres, ce sont des citoyens comme les autres. Il va peut-être m'éclairer là-dessus. Vous n'avez jamais eu de voix discordante? Non, j'ai toujours toléré. Oui. Alors, quand on n'était plus aux affaires, qu'est-ce qui s'est passé? Combien d'évêques ont été tués au Rwanda? Combien de prêtres ont été tués? Combien de bonnes sœurs? Au Burundi. Est-ce que c'est Bagaza qui a tué Monseigneur Ruhuna? Ou le nonce apostolique? Ou mon ami Gérard, le père Gérard de Makambala, il est de Macoline. Oui, mais c'est qu'il y a des politiques,
Et puis, ce n'était pas un accident, il est très connu. Le père Gérard était très connu dans la région, tout le monde le reconnaissait. C'était une politique de les éliminer. Parce qu'ils avaient des opinions politiques différentes. Monsieur le Président, vous ne regrettez rien dans la manière dont vous avez géré le conflit? Non seulement je ne regrette rien, j'en suis fier, je l'ai bien géré. Beaucoup plus que les autres chefs d'État de la région. Et beaucoup plus que ceux qui m'ont précédé et ceux qui m'ont suivi. Michombero a emprisonné Oudoudira. Oudoudira a dit fouille à l'annonciature. Oui, mais non, j'ai mieux géré parce qu'une institution qui est là, c'est la loi de la nature et qui est là. Il doit avoir des... Seulement, il faut être sage pour pouvoir résoudre.